Autre forme de ressource qui est menacée, en tout cas que l'on craint qu'elle soit menacée, c'est l'étang de Berre lui-même. Je prends un exemple. En 1821, vous avez un industriel qui veut installer une usine de soude, là où j'ai mis le point rouge, c'est-à-dire sur la saline qu'il possède, c'est la saline de Gaffette, et aussitôt levée de bouclier de tous les pêcheurs de l'étang de Berre, parce qu'on craint que les vapeurs de cette usine ne soient attirées par l'eau et qu'elles entraînent la mort complète de tout ce qui peut servir à la pêche, hein, les poissons, etc. Et pour revenir, pour alimenter, étayer cette réflexion, vous avez un grand propriétaire de la région qui s'appelle le marquis de Galifet, qui explique qu'avant qu'il ne loue son étang d'Engrenier à l'usine Chaptal, eh bien cet étang était, je le cite, empoisonné en muges, anguilles, coquillages, favouilles et peuplé d'oiseaux aquatiques. Et depuis qu'il a loué son étang à l'industriel Chaptal, eh bien, tout a été mort, tué par, je le cite toujours, la liqueur assassine. Donc il y a véritablement une crainte que cette usine, par les vents en plus, hein, entraîne une sorte d'empoisonnement général de tout l'étang de Berre. Alors comment réagissent les pouvoirs publics? Eh bien, les pouvoirs publics sont divisés. Vous avez en gros deux niveaux. Il y a tout d'abord les municipalités et le conseil général. Les municipalités sont proches des populations rurales. Elles ont souvent dans leur conseil de grands propriétaires fonciers. Elles demandent la fermeture des usines. Et si on ne les ferme pas, au moins leur délocalisation vers des lieux complètement inhabités. Et puis vous avez l'État. L'État avec son relais départemental qui est le préfet. La position de l'État est ambiguë. D'un côté, vous connaissez sans doute tous ce fameux décret du 15 octobre 1810 sur les établissements insalubres. L'État a reconnu la dangerosité de ces usines. Il les a classées comme dans la catégorie la plus dangereuse. Mais en même temps, l'État soutient constamment ces usines. De quelle manière? Bien, il a maintenu la protection douanière qui empêchait l'arrivée des soudes végétales, donc il tient vraiment à cette usine. Et dès qu'elles sont contestées, je vous ai parlé de ces manifestations de 1816, eh bien, le ministre de l'Intérieur rappelle au préfet que l'État tient à ces usines et qu'il faut utiliser la manière forte contre tous ces manifestants qui les mettent en péril ou qui les menacent de destruction. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va voir, par exemple, à l'issue des manifestations dont je parlais tout à l'heure, des agriculteurs être arrêtés et condamnés à des peines de prison. Même chose à Saint-Mitre, par exemple, j'évoquais tout à l'heure cette descente pour déboucher la galerie du Pourrat. La gendarmerie débarque à Saint-Mitre, essaye d'arrêter les fauteurs de troubles, mais là, ça ne se passe pas très bien, la population se révolte, caillasse les gendarmes et arrive à libérer un des deux prévenus qui avait été arrêté. Bon, malgré tout, la fermeté affichée par l'État va permettre de ramener le calme par rapport aux violences contre les usines. Le calme, mais pas les procès. Et on va voir que par rapport à la justice, les industriels continuent à être systématiquement condamnés en procès. Ça devient tellement systématique que l'État s'inquiète et le ministre de l'Intérieur décide d'intervenir en disant aux industriels, écoutez, dans votre propre intérêt, ou vous trouvez un système qui permet de dépolluer vos rejets, ou je suis obligé d'arrêter la fabrication parce que de toute façon, vous allez être ruinés. Alors, ce qui est intéressant dans cette attitude de l'État, c'est que si l'État prend en compte la contestation des populations, s'il impose aux industriels d'avoir des installations moins polluantes, c'est moins dans un souci de santé publique ou de préservation des revenus de la rente foncière que dans le but d'essayer d'endiguer une contestation qui, par le biais des tribunaux, a réussi à créer un rapport de force suffisamment puissant pour mettre en péril l'existence même d'une industrie jugée fondamentale. Alors, comment réagissent les industriels? De deux façons. Première stratégie, l'éloignement. On va délocaliser les usines incriminées. La fragmentation de l'espace de production permet de rendre la pollution des usines moins visible, moins sensible et donc moins contestable. Et on va s'installer dans des sites aussi improbables que les Ambiers, les Porquerolles, Porquerolles, des sites qui doivent vous faire rêver, hein, et aujourd'hui en tout cas, mais qui à l'époque étaient des centres chimiques importants, hein, pour la production de la soude. Deuxième stratégie des industriels, c'est l'innovation. On va essayer de trouver un système technique qui permet de dépolluer les cheminées. C'est ce fameux système. Alors c'est un système qui a été mis au point par un industriel marseillais en 1825, Rougier. C'est les fameuses cheminées rampantes. Hein, ça, c'est une image de Septem, hein, où on fait passer les fumées dans ces cheminées rampantes qui peuvent atteindre plusieurs centaines de mètres. Et on les évacue au sommet et on compte sur les effets du Mistral pour disperser tout ça. On a quand même mis dans ces cheminées des bacs d'eau en espérant que les fumées se déchargent d'une partie de leur acide. Alors, le problème, c'est qu'il faut valider ce procédé.
le préfet a créé un comité spécial, le Conseil de salubrité publique, en 1825, et ce comité expérimente le procédé, et il considère, je le cite, « Il suffit que le sieur Rougier c'est l'inventeur, hein, entretienne son appareil dans l'état où nous l'avons trouvé pour faire cesser ou faire rejeter comme injustes les réclamations qui seraient présentées par les habitants et les propriétaires du voisinage. » À partir du moment où il a un avis d'un comité d'experts, le préfet s'appuie sur cet avis pour dire que désormais, toutes les usines qui seront équipées de ce procédé ne pourront plus être poursuivies dans les tribunaux. Et de fait, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, toutes les plaintes qui avaient été mises en route et entre-temps, contre des industriels qui entre-temps se sont équipés du procédé Rougier, eh bien, vont être déboutées. Et les industriels vont être sauvés par cette décision du Conseil de salubrité publique qui a permis au préfet de redéfinir les bases de la contestation juridique à l'encontre des industriels. Alors, que retenir? J'ai essayé d'être rapide, même si j'ai un peu dépassé de tous ces événements. Eh bien, c'est d'abord la précocité de la problématique industrie et environnement. Dès le début du XIXe siècle, cette problématique apparaît comme un des éléments majeurs de la relation entre les industriels de la chimie et les sociétés dans lesquelles ils tentent de développer leur activité. Cette problématique sera renouvelée, réactivée, à partir de 1920, quand le pétrole va arriver sur les bords de l'étang de Berre, et encore plus au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, avec l'essor de la pétrochimie. Dès cette époque aussi, on a presque toute la panoplie possible des formes de contestation de la part des populations. De la pétition jusqu'aux mémoires, jusqu'à la menace et la manifestation à l'encontre de ces usines. Et hier comme aujourd'hui, la seule forme de contestation qui soit la plus efficace, ça reste le recours aux tribunaux, puisque le recours aux tribunaux a vraiment failli mettre en péril et détruire complètement, d'un point de vue économique, cette industrie. C'est également au cours de cette période qu'on va se mettre en place des mécanismes, les mécanismes d'un rapport de force finalement parfois très vif entre les industriels, la population, les experts et les pouvoirs publics. Un rapport de force où chacun tient un discours et adopte des postures que l'on pourrait, à peu de choses près, toute proportion gardée bien évidemment, retrouver de nos jours à propos de telle ou telle industrie reconnue dangereuse et en même temps vitale pour l'économie de la nation. Je terminerai enfin en soulignant de grands absents dans ce débat, ce sont les ouvriers. On en parle très rarement dans les mémoires, dans les pétitions, alors qu'en réalité, ils sont souvent aux premières loges, puisqu'ils sont directement confrontés à la pollution de ces usines. Ce sont des ouvriers d'origine étrangère, souvent italiens. Ils n'ont pas de biens fonciers à défendre. Ils se trouvent donc en quelque sorte, à cette époque-là en tout cas, en dehors, exclus du champ de la justice administrative, alors qu'en réalité, ils en sont les premières victimes. Tout ça changera bien évidemment lentement, progressivement, mais quand même à la fin du XXe siècle. Je vous remercie et excusez-moi d'avoir été si rapide, mais j'ai un certain nombre de choses à vous dire.